Salut tout le monde, vous l'avez peut-être deviné au décor, aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu spéciale et c'est pour moi l'occasion d'introduire toute une série de vidéos un petit peu de ce style-là que j'ai voulu nommer Wonder People. C'est en fait un type de vidéo que j'avais envie de vous faire depuis un bon moment mais je trouvais pas le temps parce que j'avais envie de vous présenter des personnes inspirantes et des personnes inspirantes qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir dans le milieu web entrepreneurial. Du coup c'était l'occasion de vous faire quelques belles découvertes et on va attaquer tout de suite avec du coup le premier épisode de Wonder People. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Helen Keller, qui est très connue aux États-Unis, mais peut-être beaucoup moins en France. Et vous allez voir que par son histoire, on a pas mal de leçons à en tirer et on va voir ça ensemble dans ce premier épisode de Wonder People. Helen Adams Keller voit le jour le 27 juin 1980 à Tuscumbia, qui est une petite ville située dans le comté de Colbert, en Alabama. Tuscumbia, c'est une toute petite ville, si j'ai bien compris. En 2010, c'est les derniers chiffres que j'ai retrouvés, il y avait environ 8000 habitants et quand on regarde la page Wikipédia de Tuscumbia, on se rend compte qu'il n'y a pas énormément de personnalités très connues qui y sont. C'est vraiment une petite ville perdue au milieu des États-Unis, j'ai le sentiment. Et c'est à cet endroit-là du coup que naît Helen Keller. Les parents d'Helen Keller, c'est une famille qui est assez aisée, pas pour autant riche, mais assez aisée. Ils vivaient dans une très belle maison à Tuscumbia. Son père, Arthur Keller, était un vétéran de la guerre. Il me semble qu'il a fait la guerre civile aux États-Unis. Il était apparemment assez haut gradé là-dedans, il a même obtenu la distinction de maréchal par la suite. Maréchal d'Alabama, donc quand on nomme généralement quelqu'un comme maréchal, c'est un titre très honorifique, c'est la preuve que c'est vraiment un vétéran de guerre qui a vraiment aidé son pays et qu'il a vraiment apporté quelque chose en tant que chef militaire, donc c'est vraiment un très beau titre qu'a le père d'Helen Keller. En parallèle de ses activités avec l'armée, le père d'Helen Keller, Arthur, était aussi rédacteur en chef du petit magazine local The North Alabamian, qui est donc un petit journal local sans grande prétention, mais voilà, c'est pour vous faire comprendre un petit peu au niveau du contexte dans lequel elle a évolué. Elle a quand même eu des parents cultivés, suffisamment cultivés pour que son père soit rédacteur en chef. J'ai pas trouvé énormément d'informations sur sa mère Catherine Adams, donc Adams c'est son nom de jeune fille, Catherine Adams Keller, mais je vous parle de ses parents pour que vous situez un petit peu dans quel univers familial Helen Keller est née. La vie d'Helen Keller part tout de suite en couille, puisque à l'âge d'1 an et demi, en 1882, on lui diagnostique ce qu'on appelle une congestion cérébrale. Donc en faisant mes recherches, je me suis aperçue que c'était un petit peu comme un AVC, donc il y a des petits nerfs du cerveau qui viennent se comprimer. Hélène a souffert de fièvre pendant plusieurs jours à cause de ça, et à l'issue de ces plusieurs jours, on lui a diagnostiqué quelque chose d'assez grave, puisque cette fameuse congestion cérébrale, cet AVC, l'a rendue définitivement sourde et aveugle à l'âge seulement d'1 an et demi. Donc vous imaginez un petit peu le contexte. On a une petite fille d'1 an et demi qui ne sait pas encore parler et qui n'arrivera jamais à parler finalement puisqu'elle n'entend pas les sons, qu'elle ne peut pas les répéter par mimétisme. Elle peut même pas communiquer avec ses parents parce qu'elle a perdu la vue, donc elle ne voit rien. En fait, la vie d'Helen Keller à partir de ses 1 an et demi, c'est un silence et du noir complet. Du coup, son enfance a été un petit peu compliquée à cause de ça. Normal, elle peut pas du tout communiquer, on peut rien lui apprendre, on peut même pas parler avec elle. On dit justement que pendant son enfance, c'était ce qu'on appelle une wild child, j'adore ce terme, c'est-à-dire que c'était une enfant très capricieuse, forcément vu qu'elle ne pouvait pas échanger avec ses parents et que ses parents étaient assez inquiets par rapport à sa condition. Seul moyen qu'elle avait en fait finalement de montrer ce qu'elle pensait et comment elle ressentait les choses, c'était de crier, de taper par terre quand elle était en colère et de rire très fort quand elle était de bonne humeur, qu'elle était joyeuse. Je l'ai dit, sa famille était assez aisée, du coup ils lui ont emmené voir plusieurs spécialistes, mais personne n'a réussi à trouver la moindre solution à sa sourdité ainsi qu'à son aveuglement. C'est seulement en 1886, quand Hélène atteint l'âge de 6 ans, que sa mère, Catherine, entend parler d'un grand docteur, qui n'est pas vraiment docteur dans le sens médecin, mais qui est plus un scientifique, un ingénieur, et il s'agit du docteur Alexander Graham Bell. À l'époque, le docteur Alexander Graham Bell, il est connu pour justement faire pas mal de travaux pour communiquer plus facilement avec les sourds. Pour le petit aparté, en fait, la mère et la sœur du docteur Graham Bell sont sourdes toutes les deux, et vu qu'il voulait absolument trouver un moyen de communiquer avec elles, il a, si on peut dire, dévoué une grande partie de sa vie à trouver des solutions pour aider les personnes sourdes à mieux communiquer avec les personnes qui entendent normalement. Petit détail un peu amusant, c'est que ce docteur Graham Bell, c'est à lui qu'on doit
doit l'invention du téléphone, c'est lui qui a créé ça. Donc c'est vraiment un ingénieur, un scientifique, c'est pas du tout un docteur dans le sens médecin. Donc la mère d'Helen Keller contacte ce monsieur-là qui commençait à faire parler de lui au niveau des travaux qu'il faisait par rapport à la surdité, et elle arrive enfin à obtenir un rendez-vous avec ce monsieur-là pour sa fille Hélène qui est sourde et aveugle. En voyant la situation d'Hélène, le docteur Graham Bell leur conseille une seule chose, c'est d'aller à l'Institut Perkins. L'Institut Perkins, c'est la première école pour personnes aveugles qui a été créée. Elle se situe à Boston, dans le Massachusetts, et elle est encore ouverte aujourd'hui, mais c'est la toute première qui avait été mise en place. Vous vous rappelez le contexte, on est quand même en 1886, les appareils auditifs, tout ça, c'est vraiment pas quelque chose qui existe encore. Et à cette époque-là, les personnes aveugles avaient encore plus de difficultés qu'aujourd'hui à s'intégrer dans le monde, puisqu'il y avait vraiment aucune structure, il n'y avait rien pour les aider. Cet Institut Perkins, cette école, c'était vraiment le seul espoir entre guillemets, et c'est vers là que le docteur Alexander Graham Bell a redirigé Helen Keller et sa mère. C'est une école où justement on apprend aux aveugles à lire le braille, etc. Où tous les cours sont avec des supports en braille, bref c'est vraiment très adapté pour les aveugles. Pour vous resituer par rapport à la petite ville de Tuscumbia où habitent Hélène, sa mère et ses parents, Boston c'est très loin. C'est plus de 1270 miles il me semble, soit environ 2043 km. Donc autant vous dire qu'il y a de la route. Bien entendu, la vie d'Hélène est en jeu. C'est très compliqué de vivre en étant aveugle et sourd, on l'imagine bien. Donc ses parents prennent le risque d'y aller et finissent par se mettre en route vers cet Institut Perkins en se disant bon bah de toute façon on n'a rien à perdre et il faut bien qu'on essaye de voir si quelque chose est possible. Sachant que ça fait déjà depuis 6 ans que la situation est telle qu'elle et qu'Hélène n'arrive toujours pas à communiquer et qu'elle est encore toujours dans ce noir et ce silence constant. Et là, c'est là où les choses commencent un petit peu à s'arranger puisque c'est à l'Institut Perkins qu'Helen Keller fait la rencontre d'Anne Sullivan, qu'on surnomme souvent Annie Sullivan. C'est une éducatrice, une professeure à cet Institut Perkins. Le directeur de l'établissement demande spécifiquement à ce que ce soit Anne Sullivan qui prenne en charge Helen Keller au vu de son double handicap puisque l'école est spécifiquement pour les aveugles mais on n'a pas encore fait de choses pour les personnes qui sont à la fois aveugles et sourdes. C'est quand même deux pathologies différentes et généralement la chance qu'ont ces gens-là dans leur malheur, c'est généralement d'avoir soit l'un soit l'autre, mais c'est vraiment un cas unique et très rare de voir une personne qui souffre des deux. Anne Sullivan, elle a 21 ans, elle vient d'une famille très modeste et elle est rentrée à l'Institut Perkins justement pour aider les autres. C'est vraiment quelqu'un de très altruiste et qui a vraiment voulu consacrer sa vie à aider les autres et surtout à aider les personnes qui sont dans la même situation qu'elle. Parce qu'il y a une petite particularité avec Anne Sullivan, c'est qu'elle a une vue désastreuse qui régresse avec les années. Elle n'est pas aveugle, mais elle voit très mal et elle-même est touchée par ce type d'handicap. Et malgré cet handicap, malgré le jeune âge d'Anne qui a, je le rappelle, 21 ans seulement, le directeur de l'établissement a une telle confiance en elle et une telle confiance en ses capacités qu'il lui demande de prendre en charge Hélène et d'essayer de lui apprendre certaines choses. Annie accepte bien sûr et elle déménage à Tuscumbia avec Hélène et sa famille, puisque Hélène ne peut pas vraiment être intégrée dans l'école puisqu'elle ne sait pas lire le braille et on a encore trop de difficultés à communiquer avec elle, c'est juste impossible. C'est le 3 mars 1887 qu'Anne Sullivan déménage donc chez Hélène et ses parents et c'est là que tout commence. Quand Anne est arrivée chez les Keller, forcément ils étaient un petit peu sceptiques et ils se sont tous mis d'accord, tous les trois, les parents et Anne, pour qu'elle reste un certain temps déterminé, je sais pas exactement combien de temps mais j'imagine que ça devait être de l'ordre de quelques mois, et que si d'ici là il n'y avait aucune évolution quant à l'état d'Hélène, Anne retournerait à l'Institut Perkins et continuerait sa vie tranquille pépère. Dès son arrivée, Anne passe tout son temps avec Hélène. Elle reste avec elle jour et nuit et c'est clairement pas une partie de plaisir. Hélène, on l'a dit, c'est quand même une enfant assez difficile. C'est une enfant qui fait des caprices, c'est une enfant qui crie, c'est une enfant qui peut pas communiquer autrement que par des crises de nerfs en fait malheureusement. Mais Anne se laisse pas abattre. Anne, elle s'accroche et il se passe alors quelque chose de formidable. À peine un mois après son arrivée à Tuscumbia, Anne fait vraiment un petit miracle. En fait, elles étaient toutes les deux, Hélène et Anne, dans le jardin de la maison de famille. Anne se met à prendre la main d'Hélène et à lui faire toucher l'eau du puits. Ensuite, elle prend sa main comme ça et elle se met à épeler le mot water, donc eau, pour lui faire comprendre que c'est comme ça qu'on appelle l'eau, tout simplement. Et truc incroyable, Hélène comprend ce qui se passe et elle comprend que ce que lui montre Anne, c'est la manière dont on nomme les choses. Donc petit à petit, Anne se met à lui apprendre plein de petits mots, tout ce qu'il y a dans le quotidien. Elle lui fait toucher une tasse par exemple,
exemple, elle lui appelle tasse dans la main, et Hélène commence à apprendre les mots comme ça. C'est vraiment un gain d'espoir énorme pour les parents parce que la surdité et l'aveuglement d'Hélène Keller est diagnostiqué comme étant irréversible, donc il n'y a aucun moyen pour qu'elle retrouve un jour la vue, il n'y a aucun moyen pour qu'elle entende un jour le moindre son. On dit qu'Hélène apprend très vite, c'est vraiment pas étonnant en sachant que elle vit dans le noir complet, mais c'est quand même une belle preuve de persévérance déjà jusque-là parce qu'elle avait aucun moyen de s'en sortir à première vue. Anne continue au fil des années et au fil de l'enfance d'Hélène à faire des petits miracles puisqu'elle lui apprend à signer, vous savez, le langage des signes. Elle lui apprend également à lire le braille et aussi Hélène se met à écrire. L'écriture dans la vie d'Hélène Keller, c'est vraiment quelque chose d'important et même dans les biographies que j'ai pu lire d'elle, elle considère ça vraiment comme le centre de sa vie. S'il y a une chose qu'Hélène aime dans la vie, c'est écrire. Vous imaginez bien qu'avec tout ce qu'apporte Anne dans la vie d'Hélène, il y a une sorte d'amitié énorme qui se crée entre elles. Il y a vraiment un lien très puissant, une très belle amitié. Ça me fait penser à un dicton qui dit que les bons comptes font les bons amis parce que soit on se doit tout, soit on se doit rien. Et là, en l'occurrence, je pense que Hélène doit considérer qu'elle doit tout à Anne. En 1888, donc quelques années plus tard, Hélène peut enfin rejoindre l'Institut Perkins puisqu'elle sait lire le braille. Anne Sullivan, bien sûr, la suit et devient à partir de ce moment-là sa compagne, c'est-à-dire qu'elle restera toute sa vie avec Hélène à l'aider et à lui apprendre un maximum de choses. En 1890, Hélène a 10 ans et elle en veut plus. On peut pas lui reprocher. Hélène, c'est une femme qui est très intelligente et elle a bien compris que pour communiquer, les autres personnes utiliser autre chose que le langage des signes, utiliser autre chose que le braille, et donc arrive chez elle l'envie de parler. À ce moment-là, c'est un truc vraiment incroyable, je trouve. Anne arrive à lui apprendre à parler, alors que Hélène est sourde, donc elle n'entend pas les sons. Et la manière dont elle lui apprend à parler, je trouve ça juste tellement fascinant. J'ai trouvé une vidéo qui montre justement Hélène et Anne Sullivan, les vrais, en train d'expliquer comment Hélène a pu apprendre à parler. Je vais vous intégrer cette vidéo jusque là, mais moi je trouve ça juste bluffant. We had observed that we did not use the hands when we were talking to each other. And I let her see, by putting her hand on my face, she felt the vibration of the spoken word. Instantly she spelled, I want to talk with my mouth. That seemed impossible. But after experimenting for a time, we found that placing her hand in this position, the thumb resting on the throat, right at the larynx, the first finger on the lips, the second on the nose, we found that she could feel the vibration of spoken words. For instance, the throat, she feels the G, the hard G, G. And on the lips, the K sound, cut. On the lips, she feels the B, and with the second finger on the nose, the nasal sounds, the the After her 7th lesson, she was able to speak the sentence word by word. I am not dumb now. No. Dans les recherches que j'ai faites, bien sûr, ils expliquent que Hélène n'a pas réussi à très bien parler dès le premier essai. On dit que ça lui a pris plus de 25 ans à réussir à parler de manière audible. Parce qu'il faut bien se mettre en situation, quand on n'entend pas les sons, pour les reproduire, c'est quand même très compliqué, quand bien même on sent les vibrations, etc. Vu qu'elle n'entend pas sa voix, c'est compliqué pour elle de parler de manière compréhensible, et la plupart du temps, c'était Anne qui était à côté d'elle, qui était obligée de traduire un petit peu ce qu'elle disait. Mais Hélène s'est pas laissée abattre par ça quand même. Elle a même d'ailleurs fait plusieurs speeches par la suite et elle a toujours eu envie de parler et toujours travaillé sur sa manière de parler parce que c'était très important pour elle. Elle a d'ailleurs fait plusieurs discours où on l'entend parler et je trouve ça encore une fois incroyable quand on sait que c'est une personne sourde et aveugle qui est en train de parler. Justement dans son école, l'Institut Perkins, elle faisait beaucoup de discours, beaucoup de speeches. Elle voulait s'entraîner un maximum et réussir un jour à être audible et réussir à s'exprimer par elle-même. Par la suite, elle s'est un petit peu fluidifiée et j'ai même trouvé un speech où elle s'exprime de manière relativement compréhensible, même pour quelqu'un qui n'est pas anglophone de base. The opportunity I bring to you, lions, is this. À la fin de son cursus à l'Institut Perkins en
1994, Hélène déménage à New York avec Anne et elle rejoint l'école Wright Humason, je crois, qui est du coup cette fois-ci une école pour les sourds. Donc elle passe de l'école pour aveugles à l'école pour les sourds. On dit qu'Annie était là pendant tous ses cours, qu'elle était là en train de lui traduire un petit peu, de lui expliquer tout ce qui n'était pas écrit en braille, puisque bien sûr c'est une école pour sourds, donc tout n'est pas en braille. Et c'est là-bas qu'elle commence vraiment à apprendre des choses. Elle apprend l'histoire géo, elle apprend les lettres, les mathématiques, bref, tout ce qui nous permet à nous, en tant qu'être humain normal, d'être éduqués, d'être cultivés dans ce monde. Pendant toutes ces années, Hélène devient vraiment fascinée par les livres, par l'écriture, et vraiment l'envie d'écrire, l'envie de lire, c'est vraiment le centre, le point central de sa vie. Et grâce à Anne Sullivan, elle est capable de le faire, elle est capable de savoir ce qui se passe dans certains livres, et Anne est très patiente et lui lit quasiment tout ce qu'elle veut. En 1900, Hélène a alors 20 ans et elle entre à la prestigieuse université du Radcliffe College, qui est en fait une annexe d'Harvard. Donc c'est vraiment une école très très prestigieuse à l'époque. C'est l'une des universités mères quand même, Harvard, et je pense que même vous qui n'avez jamais mis les pieds aux États-Unis, vous savez ce qu'est Harvard. Déjà là, moi je trouve ça dingue. On parle d'une fille qui est aveugle, on parle d'une fille qui est sourde, qui malgré ça essaye de parler, malgré ça suit des études et en plus de ça est admise dans l'une des plus grandes universités du pays. Force quand même le respect. En 1903, elle réalise enfin son rêve d'écrire un premier roman et décide d'écrire son autobiographie qui s'appelle Sourde, aveugle et muette, l'histoire de ma vie. Aujourd'hui encore, c'est l'un des livres qui a été le plus vendu et c'est sûrement l'un des livres les plus inspirants pour les Américains qui sont dans la même situation qu'elle ou qui se trouvent dans un handicap physique aussi lourd qu'elle. En 1904, Hélène a 24 ans et elle est diplômée avec les honneurs d'une licence de lettres de l'université de Radcliffe. Donc elle est diplômée de l'une des meilleures universités du pays alors qu'elle partait clairement pas avec tout ce qu'il fallait. Et vous avez dû deviner jusque là que Hélène, elle en veut. Donc elle s'est pas juste arrêtée au fait d'écrire un livre et d'être diplômée pour ensuite retourner tranquillement à tout ce qu'on y a. Elle a vraiment consacré une grande partie de sa vie, si ce n'est toute sa vie, à aider les autres, à aider les personnes malentendantes. Elle avait notamment une association qui s'appelle Helen Keller International qui aide en fait à la fois à lutter contre la malnutrition dans le monde et aussi qui est là pour faciliter un petit peu la vie des personnes qui ont des problèmes de cécité, donc des problèmes de vue, que ce soit les personnes aveugles ou qui voient juste pas très bien. Et au cours de sa vie, elle a écrit pas moins de 12 livres, ce qui est assez drôle, enfin drôle, façon de parler. Ce qui est intéressant dans cette histoire de livres et d'écriture, c'est que Hélène a toujours été un petit peu frustrée de ne pas pouvoir décrire les couleurs, de ne pas pouvoir décrire les sons. Au début, elle essayait de les écrire par elle-même et elle se rendait bien compte par rapport au retour qu'elle avait que c'était pas du tout cohérent et que ça se sentait justement que elle parlait de choses qu'elle ne connaissait pas. Anne, encore une fois, l'a beaucoup aidée à ce niveau-là puisqu'elle lui a expliqué un petit peu comment les choses fonctionnaient pour qu'il n'y ait pas d'incohérence dans ses livres. C'est vraiment une belle amitié, je trouve, une belle entraide quelque part qu'il y a entre ces deux femmes. Parce que Anne, au fil du temps, elle aussi a complètement perdu la vue et est devenue aveugle, mais ça ne l'a pas empêchée du tout de continuer à rester auprès d'Hélène jusqu'à sa mort. C'est en 1914 que sa situation se dégrade vraiment beaucoup. Anne devient complètement aveugle à cette période-là et sa santé générale se dégrade complètement. À tel point qu'elle est même plus en mesure d'aider son amie Hélène et qu'elle demande à une femme du nom de Polly Thompson, qui est une infirmière déjà qui travaillait autrefois avec la famille, de prendre le relais et de devenir la nouvelle compagne entre guillemets de Helen Keller. Anne est morte en 1936 suite à un infarctus du myocarde qui l'a plongée dans un profond coma et elle se réveillera jamais de ce coma. On raconte qu'elle a quitté ce monde avec Helen Keller à ses côtés qui lui tenait la main. À la mort d'Annie, Hélène écrit un livre à sa mémoire qui s'appelle Ma libératrice Anne Sullivan. J'en ai des frissons, c'est incroyable. Il faut savoir aussi que Hélène, bien sûr, a été complètement déprimée par la mort d'Anne, sa meilleure amie, son âme sœur presque, à tel point qu'à sa mort, elle est partie en voyage en Écosse pendant plusieurs années pour se remettre de ses émotions parce que c'était vraiment quelque chose de dur pour elle. Et même si elle avait encore Polly à ses côtés, c'était pas pareil que Anne qui lui a permis d'ouvrir un petit peu ses chakras au monde. Anne, grâce à qui elle a été capable d'arriver là jusqu'où elle en a été, ça a dû vraiment être une
immense douleur pour elle. Mais finalement elle se relève et continue du coup ses œuvres de charité, ses œuvres de bienfaisance à travers le monde grâce à son association. De quelque manière que ce soit, Hélène a toujours essayé d'aider son prochain. On a d'ailleurs des images très connues d'elle qui se rend à Hiroshima après le désastre. Elle a toujours été sensible au malheur des autres et ça a jamais été quelqu'un qui pleurait sur son propre sort. Elle s'est toujours battue pour avoir ce qu'elle voulait et elle s'est surtout jamais plainte de sa condition, jamais plainte de ses handicaps. Au cours de sa vie, elle a pu travailler avec des personnes prestigieuses comme par exemple Mark Twain. Elle a également rencontré Eleanor Roosevelt. Petit à petit, c'est vraiment devenu un symbole américain de la détermination, de la motivation et surtout de la force de l'esprit humain, puisqu'elle a prouvé à tout le monde qu'il était tout à fait possible de se sortir de n'importe quelle situation. En 1964, c'est le président Johnson lui-même qui lui remet la médaille d'honneur de la liberté. En plus de ça, elle a toujours milité dans plein de mouvements féministes et pacifistes. Son objectif, clairement, c'était de rendre le monde meilleur et je pense que d'une certaine manière, elle y est parvenue. Hélène meurt en 1968 d'une mort naturelle à l'âge de 86 ans, donc elle a eu une longue vie. En 1971, on lui décerne même un jour particulier où on fête un petit peu la Helen Keller Day. C'est le 1er juin, tous les 1er juin c'est le Helen Keller Day, donc en fait c'est une journée un peu comme la journée du sida par exemple, où toute la journée, un petit peu partout dans le monde, surtout aux États-Unis, il y a des projets qui sont organisés autour de la vue et pour aider les personnes qui souffrent de cécité. Pour la petite anecdote, Hélène est aussi inscrite au National Women Hall of Fame, donc c'est en fait une liste honorifique encore une fois qui vient féliciter un petit peu et glorifier toutes les citoyennes américaines qui ont apporté quelque chose à leur pays, que ce soit dans le domaine des arts ou dans le domaine culturel. Hélène étant écrivain et son histoire ayant inspiré énormément de monde, il était tout à fait naturel qu'elle y soit et ça me paraît aussi complètement normal. Cette histoire est juste incroyable et si je vous parle de ça, c'est parce que vous, j'imagine que actuellement vous n'êtes pas sourd, actuellement vous pouvez me voir et c'est un avantage juste incroyable par rapport à cette femme qui au départ n'avait rien, si on peut dire ça comme ça, et qui a réussi à se battre et qui a réussi à passer au-delà de ce que la nature lui avait donné ou plutôt ce qu'elle lui avait repris. Un livre excellent que vous pouvez même donner à vos enfants parce que c'est aussi un livre pour enfants est l'histoire d'Helen Keller de Lorena A. Hitchcock qui raconte merveilleusement bien tout ça et encore une fois c'est aussi un livre pour enfants, donc si vous avez des enfants et que vous trouvez cette histoire inspirante et que ça peut les aider, n'hésitez pas à leur faire découvrir. Moi c'est de cette manière là que j'ai découvert l'histoire d'Helen Keller quand j'étais plus jeune et depuis ça m'a toujours inspirée parce que en tant qu'être humain on a tendance à se dire qu'on part avec toutes sortes d'handicaps, même si c'est pas des handicaps physiques. Par exemple on se dit je suis moins intelligent que les autres, je suis moins fort que les autres. Il y a tellement de choses en fait qu'on se dit pour se rabaisser inconsciemment et je pense que Helen Keller elle a bien compris que c'était pas de cette manière là qu'on pouvait s'en sortir, que c'était pas en se plaignant, que c'était pas en pleurant sur soi-même que les choses allaient s'améliorer, mais en se battant et en essayant toujours de faire de son mieux. Pour moi c'est le symbole vraiment de la détermination et il était logique que je commence ma série des Wonder People par cette femme incroyable. Je pense vraiment que c'est le genre d'histoire qui laisse songeur parce que si Helen Keller a pu changer le monde à ce point en étant sourde, aveugle et muette à la base, imaginez un petit peu ce que vous pouvez faire en n'ayant pas ces problèmes-là, en ayant la chance quelque part de ne pas souffrir de ces handicaps-là. Bref, je trouve vraiment que c'est un parcours incroyable et que c'est une personne inspirante. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît et si vous avez envie que j'en fasse d'autres. Je pense que je vais en faire d'autres parce que j'ai vraiment adoré refaire des recherches sur Helen Keller, tomber sur tous ces documents si fascinants à propos d'elle et honnêtement maintenant que j'ai relu tout ça, j'ai fait toutes ces recherches là et que je repense sérieusement à Helen Keller, je me trouve chanceuse et j'ai vraiment beaucoup plus envie de me battre. C'est vraiment une source de motivation au quotidien. Donc je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous connaissiez Helen Keller? Est-ce que vous trouvez comme moi que ce parcours est juste incroyable? Alors certes c'est pas une entrepreneur mais on n'a pas besoin d'être entrepreneur pour être inspirant et pour moi c'est vraiment l'une des femmes les plus inspirantes du siècle dernier et elle nous rappelle que nous on n'a aucune excuse pour ne pas y arriver. Je vous laisse là, je vous fais de gros bisous moelleux, j'attends votre retour avec impatience et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder White Queen.